C'est bien d'en trouver. Ben, c'est ça, exactement. Je savoure, savoure. Alors, l'union du masculin du féminin, merci. Donc, je vais poursuivre, proposer une réflexion intitulée Rêve et pleine conscience. Et en fait, par là, je veux vous partager un peu ce qui est un peu le cœur de ma recherche depuis une quinzaine d'années, en tout cas les 10 dernières années de façon très intensive. Et je repartirai de la rencontre avec Nicolas, qui m'a pas seulement impressionné parce qu'il parlait d'anarchisme jungien, mais aussi parce que très vite on en est venu à discuter de ce qu'il appelait à l'époque le yoga psychologique et qu'il appelle maintenant le yoga de l'individuation, dont il parlera cet après-midi, et dont l'idée maîtresse, telle que je l'ai comprise pour moi-même, c'était la jonction entre le travail de Jung et je dirais les pratiques orientales de recherche de l'éveil. Ce que Nicolas mettait en avant, c'est tout simplement des paroles de Jung au cours de ce fameux séminaire de 1932 sur la Kundalini, où Jung a découvert un peu le tantra en travaillant sur les chakras, et où Jung a dit cette psychologie des profondeurs qui est en train de s'élaborer va être la base d'un yoga pour l'Occident. Évidemment, tout de suite, il ajoute que ça ne va pas se faire en quelques jours, ni même quelques années, mais qu'il prévoit que ça va entraîner des développements sur plusieurs siècles. 300 à 600 ans pour que ce yoga parvienne à maturité. Et c'est aussi dans cette perspective-là que Jung a une relation apparemment ambiguë avec justement les techniques de méditation orientales et le yoga et toutes ces choses-là, où il dit mais les Occidentaux ne devraient pas aller faire trop de yoga ou trop de méditation parce que c'est comme d'aller manger de la cuisine indienne ou de la cuisine chinoise tous les jours. Ce sont des nourritures exotiques auxquelles l'inconscient européen n'est pas nécessairement prêt, mais le problème est bien de développer notre propre yoga, c'est-à-dire notre propre voie d'auto-libération. Et ça, c'est exactement les termes que Nicolas employait et qui m'ont beaucoup frappé, de dire, voilà, ce travail avec l'inconscient, au-delà de l'aspect psychologique, de la psychothérapie, de toutes ces choses-là, c'est la base d'une voie d'auto-libération. Dans le sens le plus large, on pourrait dire dans le sens bouddhique du terme. Alors ça m'a vraiment percuté à l'époque, et quand je vous dis à l'époque, c'est dans les années 2001-2003, et ça m'a lancé dans une recherche. En fait, ça est venu apporter un premier élément de jonction entre deux skis sur lesquels je skiais, mais qui n'étaient pas nécessairement tout à fait joints, puisque dans ma vie, il y avait le travail des rêves que je pratiquais en cabinet analytique, etc. Et puis il y avait la méditation. Et je ne savais pas très bien comment harmoniser ces deux, puisque c'était deux mondes. Les Jungiens avec qui je parlais étaient relativement fermés à toutes les notions de méditation. Et quant aux méditants avec lesquels je méditais, s'intéressaient très peu aux rêves et à l'inconscient. C'était vraiment deux univers séparés. Et puis, cependant, en lisant Jung, en creusant Jung, j'ai commencé à trouver des pistes de convergence. Il y a deux éléments qui m'ont particulièrement marqué. C'est une petite phrase de Jung qui dit à un moment « Je considère de mon devoir de montrer à l'Européen où se trouve, chez nous, l'entrée vers cette route la plus longue qui mène au Satori. » Et le Satori, c'est en japonais, dans le contexte du zen, c'est l'éveil.
c'est le fait d'entrer dans un rapport à la réalité dépourvu de toute illusion, ou pourrait-on dire encore de toute projection. Cette route la plus longue, il en fait mention bien plus tôt dans une lettre, à un moment où il dit « Je considère que la découverte de l'inconscient est cette porte vers la voie initiatique qui conduit à la voie la plus longue, que seul un chevalier risquera l'aventure. » C'est-à-dire qu'il fait appel à vraiment une certaine attitude chevaleresque, on pourrait en parler plus. Alors ça m'a beaucoup marqué parce que je me dis, mais de quoi Jung parle? Quelle est son expérience du Satori? Surtout que la porte d'entrée vers le Satori est bien connue quand on s'intéresse à ces choses-là, et dans le contexte zen, on dit simplement c'est zazen. Et zazen, c'est quoi? C'est l'assise silencieuse, c'est la méditation. Il n'y a pas d'autre porte. Toutes les autres choses sont brodent autour. Mais la voie zen vers le Satori, c'est de s'asseoir et de méditer et de contempler tout ce qui vient à la conscience et de le traverser. Et puis, un jour, je suis tombé sur un texte d'Ira Progoff, dans sa biographie. Alors, Ira Progoff, c'est l'inventeur du journal intensif, une méthode assez extraordinaire, si jamais ça peut vous intéresser, de travail sur soi, une façon de tenir son journal dans une introspection extrêmement serrée. Et Ira a été l'élève de Jung, et rapporte qu'un jour, il lui a demandé « Mais alors, si vous pouviez expliquer, dire quel est le cœur de votre travail, sans avoir aucune peur d'être mal compris, sans avoir aucune crainte, aucune précaution à prendre, et en allant vraiment à l'essentiel, qu'est-ce que vous diriez ?» Et Jung aurait répondu « Ah, c'est drôle, ce serait du pur zen. » Et du pur zen, ça veut dire du silence. Ça veut dire pas de théorie. Parce que le zen, fondamentalement, repose sur quelque chose qui est très précis. Un jour, le Bouddha a fait un sermon. Il en faisait souvent des sermons, et ces sermons, c'était des grands discours. Mais ce jour-là, le Bouddha, pour faire un sermon, a simplement pris une fleur et l'a fait tourner entre ses mains en regardant les moines. Et les moines étaient interloqués, attendaient que le Bouddha parle. Et il y a un moine au fond de la salle qui a souri. Et c'est ce que le zen appelle Ishin Denshin, la transmission d'âme à âme. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de méthode, il n'y a que la transmission d'âme à âme. Alors ça m'a vraiment interloqué que Jung pointe dans cette direction, et je ne vous cite là que deux éléments, mais il y a beaucoup de textes de Jung qui pointent dans cette direction, qui montrent qu'il avait une connaissance profonde pour son époque. Il faut voir qu'à son époque, on n'avait pas encore traduit, par exemple, Suzuki n'avait pas encore traduit ses essais sur le bouddhisme zen, c'était pas traduit, toutes ces choses-là auxquelles on a accès maintenant. Mais il en avait une connaissance profonde, et surtout, il en avait perçu la valeur. Et ça m'a énormément intrigué. En fait, ça a alimenté ma recherche, et c'est venu m'encourager dans ce travail, dans cette voie que dessinait Nicolas, du yoga psychologique, ou yoga de l'individuation. Mais j'aime vraiment beaucoup personnellement le terme yoga psychologique, puisque c'est vraiment celui qui remet ensemble le fait que notre yoga passe par la compréhension de la psychologie et absorbe la psychologie. Et je discutais aussi un petit peu avec Nicolas, et c'est là que j'ai un sourire quand j'entends parler de tantra et individuation, beaucoup ce terme de yoga, parce que je lui disais, et ça allait avec l'expérience que j'en avais, oui, mais le yoga, c'est une voie basée sur l'effort. Et en Inde, c'est exactement ça. Le yoga est une ascèse. Une ascèse fondée sur les asanas, et puis qui conduisait à un retrait du monde. Mais en contrepoint du yoga, il y a le tantra. Et le tantra est la voie du non-effort. Le tantra est la voie qui consiste à recevoir tout ce que la Shakti,
l'univers donne à vivre et à le rencontrer. Alors c'est éventuellement un énorme effort, il ne faut pas jeter l'effort en arrière, mais ça n'a rien à voir avec cette volonté crispée d'arriver quelque part. D'accord, mais l'effort est là. Mais l'effort est là. L'effort est dans l'ouverture, l'effort est dans la rencontre. Ça, c'était dans mes influences profondes, parce que l'enseignement principal que je suivais était tantrique, et invitait, par exemple, c'est un des éléments fondamentaux du tantra, à transformer les poisons en nectar. Tous les poisons, par exemple, dans la philosophie orientale, les poisons, ce sont la colère, l'envie, la convoitise, la jalousie. Et l'enseignement que je recevais me disait, regarde, quand tu es en colère, regarde ta colère jusqu'à ce qu'elle se transforme en nectar. Quand tu es jaloux, regarde ta jalousie jusqu'à ce que se révèle ce qu'il y a dedans, la racine lumineuse de l'obscurité. Ça, je vous place tout ça pour donner le décor fondamental de la réflexion de ce que je vais vous proposer. Je pars volontiers de l'idée qu'en matière de travail des rêves, avec Jung et au-delà de Jung, mais nous sommes encore à l'école primaire. Nous, ce que nous apprenons à faire pour l'instant en Occident, c'est à lire et à écrire les rêves. C'est tout récent. Même si notre culture ancestrale s'intéressait aux rêves, il y a eu une coupure qui s'est produite pour des raisons historiques, et ça fait un peu plus d'un siècle que nous redécouvrons ces choses-là. Lire les rêves, c'est les comprendre, les interpréter. Écrire les rêves, c'est être capable d'interagir avec le monde intérieur à travers l'imagination active, et c'est répondre à l'inconscient. Mais il y a d'autres cultures, ça nous ramène à l'Orient, qui se livrent à ces explorations-là depuis très longtemps sans qu'il n'y ait aucune coupure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu, eux, une église inquisitoriale qui a prétendu capter la relation avec le divin à son seul profit, et ils ont continué à explorer. Donc, en Orient, ils ont une avance vraisemblablement 5000 ans quant à ces questions, et ça les a conduits à développer une troisième strate, au-delà de simplement la lecture des rêves et l'imagination active, c'est la strate dite du yoga du rêve, dont on a reçu en Occident, dans les 20 dernières années, un certain nombre d'enseignements, en particulier de la part des Tibétains. Et si nous sommes à l'école primaire du rêve, je considère que par rapport à la méditation, on est dans les langes. On est encore au berceau. On est en train de commencer à apprendre à marcher. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis le début des années 90, il y a vraiment une pénétration en Occident de la méditation à travers tout ce qu'on appelle le phénomène que vous connaissez sans doute, au moins de nom, de la pleine conscience, le mindfulness. En particulier, le crédit doit être envoyé au docteur Jon Kabat-Zinn. Si vous ne connaissez pas, il a écrit un livre qui s'appelle « Au cœur de la tourmente », qui est absolument remarquable. Et le docteur Kabat-Zinn a introduit la méditation à l'hôpital, aussi bien pour les patients que pour les soignants. Si vous vous intéressez à ça, je vous signale aussi les vidéos de Christophe André, un psychiatre, qui introduit aussi la méditation à l'hôpital en France, donc dans le monde institutionnel, et qui fournit un matériel qui est vraiment de première main. Quel en est l'intérêt? C'est que voilà que nous avons tout d'un coup une technique de méditation très simple, complètement dépouillée, et en particulier complètement laïque, au sens complètement dépouillé de tous les oripeaux religieux, le contexte bouddhiste ou le contexte hindouiste qui l'entoure, et qui peut rendre ça un petit peu indigeste aux Occidentaux, pour différentes raisons. Et qu'est-ce que c'est que la pleine conscience? C'est simplement le fait d'être entièrement présent à ce qui est là. En fait, un ami me faisait remarquer que pleine conscience n'est pas le meilleur terme, la meilleure traduction en français pour
cette méthode, ce serait plutôt pleine attention. Pleine conscience laisse penser qu'il n'y aurait plus d'inconscient et qu'on rentrerait dans une espèce d'univers idéalisé où l'inconscient a complètement disparu. C'est la pleine attention à ce qui est présent. À ce qui est présent, c'est-à-dire à tout ce qui nous entoure et qui nous parvient à travers les sensations, et à tout ce qui vit en nous au travers des émotions, des images qui nous viennent, des pensées qui nous traversent. Et dans la pleine attention, il y a une attitude d'ouverture non interventionniste qui ne cherche pas à corriger les pensées, ou les émotions ou les sensations. Ce qui est, est. Et du coup, il y a une attitude d'entière non-résistance à ce qui se présente. Alors je pense pour ma part que l'introduction de la pleine attention en Occident est un grand pas justement vers l'élaboration de ce yoga qu'appelait Jung. Lui-même n'en avait pas connaissance directement, mais je pense que ça faisait partie des implicites qu'il expérimentait lui-même, puisque lui-même prenait souvent des temps de solitude, dans lesquels il s'asseyait et il laissait venir ce qui venait, donc ce qui l'a amené par exemple à jouer comme un enfant, à un certain moment, à laisser le jeu émerger en lui. Et en fait, ce qui est très intéressant avec la pleine conscience, la pleine attention, c'est que beaucoup de gens la pratiquent sans le savoir. On est des monsieur et madame Jourdain de la pleine conscience. Pensons à tous ces hommes, par exemple, qui partaient à la pêche, qui partent encore d'ailleurs, ça peut arriver, pour simplement avoir un temps de tranquillité au bord de l'eau, avec la ligne flottant sur la rivière, en attendant que quelque chose morde, dans le silence. Mais on peut penser, on peut expérimenter ces états-là aussi en faisant la cuisine, en faisant l'amour. Les artistes le connaissent bien dans leur relation à leur création. Les sportifs expérimentent ce genre d'état dans ce qu'on appelle le flow. Quand un skieur descend une pente, dévale une pente, et tout d'un coup rentre dans un moment où il ne fait qu'un avec ses skis, avec la montagne qui l'entoure, etc. Et d'ailleurs, c'est connu que ce sont les moments de haute performance, et que dès qu'une pensée traverse sur « je devrais », c'est fini, le risque de tomber devient immense. Alors que tant qu'il est dans le flot, ça coule. Il y a un rapport très subtil là à la conscience et à la façon dont l'ego, le mental, peut interférer en voulant corriger le flux de conscience pour l'amener dans une certaine direction, le diriger, la fameuse pensée dirigée dont parlait Pierre hier, vs une pensée qui coule naturelle. Donc, les techniques de pleine conscience sont par ailleurs très liées au corps. Et j'élaborerai plus là-dessus, mais c'est complètement en lien avec des choses qu'on a entendues tout à l'heure dites par Marie-Lise Labonté. Et en fait, tout de suite, je vais faire une petite pause dans mon discours pour vous inviter à revenir simplement justement à l'instant présent et à m'écouter en pleine conscience autant que possible. La voie vers la pleine conscience est très simple, elle nous ramène toujours, en fait elle passe par le corps et elle nous ramène toujours au corps. C'est-à-dire que pour revenir dans la conscience de l'instant présent, il n'y a rien de plus simple que de prendre immédiatement conscience de où est votre corps, des points d'appui du corps sur le sol, sur le siège. Nous sommes ainsi faits que nous ne flottons jamais dans l'air. Et même quand on flotte dans l'air parce qu'on est sur une colonne d'air, on est encore en lien avec quelque chose qui nous porte. Donc on est toujours en relation avec quelque chose à travers notre corps.
Puis il y a un autre mouvement du corps qui est complètement spontané et qui nous ramène toujours dans l'instant présent, c'est la respiration. Et au fond, à chaque fois qu'on perd de vue l'instant présent, on peut y revenir en prêtant attention à notre respiration et à notre corps. C'est ce que suggère le Zen quand il dit « Posez l'esprit sur la respiration ». Et quand l'esprit est posé sur la respiration, il y a des vagues. Il y a un moment d'inspiration, il y a un moment d'expiration. Et quand on est présent, on se met à ressentir. Même les mots qu'on entend nous traversent autrement qu'en allant simplement se loger dans la tête. Il y a un accord du corps à ce qu'on entend, ou il y a un désaccord du corps, qui n'est pas qu'un accord intellectuel de je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Entendons ce qu'il y a dans les mots accord. On s'accorde, on résonne avec. Ça nous fait résonner ou ça ne nous fait pas résonner. Donc c'est un peu à ce mode d'écoute maintenant que je vous invite. Je vais continuer avec un certain nombre d'idées à propos de comment cela se rencontre avec le travail du rêve. Mais plutôt que de vous envoyer des concepts, je souhaite vous inviter plus à ramener ça au niveau de votre ressenti, à vérifier que vous êtes en accord avec. Et ça nous emmènera vers un petit exercice vers la fin de ma présentation. J'ai parlé de Kabat-Zinn. C'est la façon dont la science commence à intégrer la pleine conscience. Il y a beaucoup d'études actuellement sur le mindfulness. C'est un des sujets que les doctorants en psychologie actuellement explorent sous toutes ses coutures, de façon très intéressante. Certaines études nous concernent ici, sont particulièrement intéressantes quand par exemple elles démontrent que les personnes qui pratiquent la pleine conscience font des rêves où il y a moins d'anxiété et moins de conflits. Là, c'est des études complètement statistiques par des gens qui ne s'intéressent pas à l'interprétation des rêves en tant que tels, mais vont rechercher des échelles sur le niveau d'anxiété rencontré dans les rêves. Mon constat personnel, en à côté de ça, c'est que quand on pratique la pleine conscience, on a tendance à faire des rêves, plus volontiers des rêves archétypaux, des rêves qui viennent de couches plus profondes de la psyché. Et en fait, ces deux constats s'expliquent par le fait que les rêves commencent bien souvent par un nettoyage des émotions non intégrées par la psyché. C'est-à-dire qu'une des premières fonctions des rêves est une fonction digestive. Il s'est passé quelque chose qui suscite une émotion. Cette émotion n'a pas été rencontrée parce que je n'ai pas eu le temps d'y prêter attention. Cette émotion non rencontrée va me revenir en rêve à travers une évocation symbolique de la situation et va réclamer d'être rencontrée et d'être absorbée et d'être digérée. Et puis, si cette émotion a été digérée, déjà donc elle n'a plus besoin, si elle a été rencontrée dans la pleine conscience, c'est-à-dire si au travers d'un temps dans la journée, j'ai simplement pris le temps de regarder ce qui se passait en moi, et si je prends une demi-heure ou 3/4 d'heure dans la journée pour faire silence et regarder ce qui est présent, si j'ai eu une situation difficile le matin dont je n'ai pas rencontré certains aspects, ben la première chose qui va remonter, c'est l'émotion. Et comme par hasard, je vais être assis sur mon coussin de méditation et sans savoir très bien pourquoi, une émotion de colère va remonter. Et c'est là que la pleine conscience est précieuse,
Parce que la pleine conscience consiste à rester avec l'émotion de la colère pour voir où elle m'emmène. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et éventuellement, cette émotion va se transformer et derrière la colère, va y avoir une tristesse. Et puis derrière la tristesse, va y avoir une image. Et il va y avoir une connexion avec quelque chose qui a été vécu dans la journée, et hop, l'émotion est disparue, est partie ailleurs, comme un nuage qui traverse le ciel et qui continue son chemin. Et se présente autre chose, parce que la psyché n'arrête pas d'envoyer. Mais en faisant ce travail quotidien, je nettoie ma psyché et je la rends disponible pour des rêves qui vont me parler de façon plus profonde que simplement de ce qui s'est passé le matin même. Donc ils vont pouvoir me parler de ma mission de vie ou à m'apporter des grandes réponses philosophiques dans lesquelles des couches archétypiques vont pouvoir commencer à remonter. Et évidemment, on comprend que du coup les rêves soient moins chargés d'anxiété, de colère et de toutes les émotions qui n'ont pas été rencontrées dans la journée. La science le redécouvre. L'Orient connaît ça depuis très longtemps. Et justement, un certain Naropa, qui est un enseignant tantrique, avait placé le yoga du rêve comme étant un des 6 yogas menant vers la réalisation. Et ce yoga, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Alors là, on rentre dans des exercices de haute voltige pour les Occidentaux que nous sommes, pour moi y compris, qui consistent à devenir complètement lucide en rêve. Complètement lucide, ça veut dire d'être conscient de rêver pendant qu'on rêve. Ça, c'est un sujet que Jung n'a absolument jamais effleuré, même si il semble qu'il l'ait quand même. C'est pas possible qu'il n'ait pas eu un de ses patients qui lui en ait parlé, et que soit pas. Mais ça n'a pas été dans ses sujets de recherche. Or, c'est un sujet par rapport au rêve qui aujourd'hui a pris beaucoup d'importance. Si vous scrutez sur Internet ce qui se dit à propos des rêves en ce moment, vous observerez qu'on s'intéresse moins à l'interprétation et à comprendre ces rêves que à des techniques de rêve lucide, comment rêver lucidement. Puis il y a des recherches qui ont été menées de façon très intéressante qui montrent que le rêve lucide, par exemple, permet à des sportifs de s'entraîner la nuit pour réaliser de meilleures performances, de régler des problèmes, etc. Mais Naropa n'allait pas dans cette direction de performance. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de méditer en rêve. Et il disait, à partir du moment où vous devenez conscient que vous rêvez dans un rêve, méditez. Asseyez-vous et continuez la pratique méditative dans le rêve. Et quand vous serez capable de méditer en rêve, alors vous serez au bord de la compréhension vécue de ce que cette vie est un rêve, et vous serez au bord du fait de vous en réveiller. Donc c'était ça la voie du yoga du rêve. Encore une fois, ils ont 5000 ans d'avance sur nous. Che va piano va sano, ouais. Et il se trouve que le rêve lucide, qui est aussi, comme le mindfulness, un des sujets d'intérêt majeur en ce moment en Occident, on s'est rendu compte que la méditation de pleine conscience est une des meilleures portes d'entrée pour rentrer en rêve lucide. Que les gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience, statistiquement, rentrent plus souvent en lucidité onirique que les autres. Et qu'il y a même des techniques qui consistent à s'endormir en étant en méditation de pleine conscience, et que cet état se transporte très souvent dans le rêve, jusqu'à permettre cette prise de conscience du « oh là je suis en train de rêver ». Rêve lucide et rêve éveillé, même chose? Non, pas pareil. Le rêve éveillé est un rêve pratiqué à partir de la conscience ordinaire, proche de l'imagination active, mais, donc, sans rentrer dans une définition, mais il y a un rêve éveillé dirigé, dans lequel des images sont proposées,
par le thérapeute ou aller simplement avec les images qui viennent, mais on est encore dans un état de conscience liminale entre la conscience ordinaire et le sommeil. Alors que le rêve lucide, sa définition, c'est je suis en train de rêver et tout d'un coup, quelque chose me permet de prendre conscience dans le rêve de ce que je suis en train de rêver. Qui est un état de conscience particulier qu'on a pu prouver scientifiquement en laboratoire de sommeil, par le fait qu'on a demandé aux rêveurs lucides de regarder en haut, regarder en bas, regarder à gauche, regarder à droite, et pendant que les observateurs observaient les mouvements oculaires. Et donc dès que le rêveur lucide était conscient de sa lucidité, il envoyait un signal pour dire « je suis lucide ». Donc, aujourd'hui, c'est vraiment avéré scientifiquement. Je vous recommande... vous reviendrez éventuellement sur des références par rapport à ça. Alors, ce sont des pistes passionnantes, et je suis convaincu, pour rester dans le cadre de notre colloque et revenir à Jung, que d'abord c'est des recherches qui auraient passionné Jung, mais que ça vient apporter un éclairage en profondeur à son travail, et que le Jung de demain doit intégrer ces nouvelles notions. Là où Jung avait pratiqué un peu la méditation, pratiqué le yoga, mais la forme de méditation qu'il a découvert, c'est essentiellement l'imagination active. Mais ce que je vais tâcher de vous montrer dans la suite de cette communication, c'est que, en fait, la pleine conscience est un ingrédient fondamental du travail du rêve. Ce que Jung a dit d'une façon implicite, mais n'a jamais explicité directement. Jung l'a dit de façon implicite, en particulier quand il a mentionné qu'il a donné un avis, une directive, qui est la suivante. Quant à l'interprétation des rêves, étudiez tous les livres et toutes les méthodes. Mais quand vous êtes devant un rêve, écartez-les, car le rêve est unique, comme chaque rêveur est unique. C'est très 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 important, cette citation, parce que Jung nous invite à écarter même ses propres livres, et toutes les élaborations théoriques, et tous les modèles, tous nos discours, tous nos concepts, qui ne sont jamais que des petites cuillères pour essayer de ramasser l'océan. Il invite, face à la réalité du rêve, la réalité vivante du rêve, la réalité vivante du rêveur, à tout écarter pour permettre une rencontre, pour permettre qu'il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, ça ne peut se passer que dans l'instant présent. Parce que la rencontre, pour qu'elle soit vraie, doit être dans l'instant présent. Si on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le futur ou on est dans le passé. Dans le futur, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais dire quand j'entends un rêve. Dans le passé, je suis déjà en train de comparer le rêve avec des choses que j'ai déjà pensées, déjà vues. Si je suis ni dans le passé ni dans le futur, je suis éventuellement dans une théorie. Je suis en train de mettre le rêve dans une théorie. Il y a vraiment un exercice de retour systématique dans le travail du rêve à l'instant présent. Et qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Il se passe que les images résonnent. La notion de résonance est très importante. Et résonance, en physique, c'est quand il y a une vibration, quelque chose qui vibre, et il y a un matériau qui, recevant cette vibration, se met à vibrer à son tour sur la fréquence de la vibration. Et il émet à nouveau cette vibration en accord. Or, dans tout notre travail du rêve, il y a tous les outils dont nous pouvons disposer, mais l'ingrédient le plus fondamental, et ça est pointé par von Franz, par Jung, c'est le fait que les inconscients rentrent en résonance. L'inconscient de l'analyste rentre en résonance avec l'inconscient du rêveur, et le rêveur propose des images, et ça suscite quelque chose chez l'analyste qui n'a pas la vérité du rêve,
qui n'offre pas une interprétation définitive, mais propose à partir de là une résonance au rêve. Et un dialogue, dialogos, s'installe entre les deux, jusqu'à ce que se trouve un accord, qui en réalité se trouve à l'intérieur de la psyché du rêveur, qui dit à un moment « Ah oui, bien sûr, je sais ce que me dit mon rêve. » Et c'est le moment où il y a une émotion libératrice, c'est généralement. Ces considérations nous ramènent au fait que nous faisons généralement 2 erreurs avec le rêve. 2 erreurs typiques. Nous tentons d'objectiver le rêve, c'est-à-dire que nous cherchons à faire du rêve quelque chose qui soit extérieur à nous. Comme si c'était un objet qu'on pouvait décrire et analyser comme un objet du monde extérieur. Ce faisant, nous nous en coupons. Observez, quand vous parlez de vos propres rêves, combien de fois vous pouvez être amené à dire « c'est peut-être, c'est comme si… c'est déjà une forme de coupure, de spéculation intellectuelle sur le rêve, spéculation mentale. Et d'ailleurs, c'est la deuxième erreur, c'est que, assez généralement, nous parlons sur le rêve, au lieu de laisser parler le rêve. Qu'est-ce que le rêve a à dire ? Si on entend d'ailleurs cette formule, qu'est-ce que le rêve veut dire ? Quand on l'entend intellectuellement, on est en train de décortiquer le rêve pour en extraire le sens. Et quand on l'entend avec la langue des oiseaux, juste à la base, qu'est-ce que le rêve veut dire ? Qu'est-ce qu'il veut communiquer ? C'est un dialogue avec une instance de notre psyché. Et c'est justement à ces 2 erreurs que l'ancrage dans la pleine conscience permet de remédier, parce qu'elle nous ramène sans arrêt au fait que le rêve fait partie de nous et est vivant en nous, et que nous ne pouvons jamais nous en séparer, nous ne pouvons jamais parler sur le rêve. Nous ne pouvons que aller avec le rêve, le laisser nous travailler. Du coup, dans cette optique, il est moins question de travailler le rêve. Et je vous rappelle que travailler, son étymologie, c'est le triparium, c'est la torture. Travailler le rêve, c'est de travailler un matériau pour en extraire le sens. D'accord ? Mais finalement, quand le rêve est là, c'est lui qui nous travaille. Comme si nous étions des rochers, des concrétions plus ou moins solides, et que le rêve participait de l'océan, des vagues de l'océan qui viennent nous sculpter. Et ça réclame un certain abandon du rocher à la caresse de la vague. Et cet abandon, on le trouve dans le non-effort de l'instant présent. Non-effort, c'est-à-dire qu'il ne poursuit pas de but, qui ne cherche rien à prouver, qui est juste là pour accueillir ce qui est et rentrer en relation avec. Ça nous ramène au fait que le travail des rêves, ou le travail avec les rêves, nous ramène toujours à une problématique d'ouverture à l'inconnu. Parce que la règle d'or du travail avec les rêves, c'est que ce que le rêve cherche à amener à la conscience n'est pas conscient au moment où on fait le rêve. Ce que le rêve cherche à amener à la conscience est inconscient. C'est pour ça que nous pouvons dire que c'est l'inconscient qui produit le rêve. C'est une expression de ce qui n'est pas conscient et qui cherche à devenir conscient. C'est un point très important parce qu'il y a des éléments de l'inconscient qui ne cherchent pas à devenir conscients. Ils sont loin. Il y a dans le rêve un processus de création de conscience.
il y a quelque chose qui n'était pas conscient et qui cherche à devenir conscient. Et une des premières étapes qu'il prend pour devenir conscient, c'est de nous parvenir en rêve. Et il réclame à être accueilli. Mais pour qu'il soit accueilli, il faut essentiellement s'ouvrir à cet inconnu. Et pour s'ouvrir à l'inconnu, il faut ouvrir les portes par lesquelles l'inconnu peut nous parler. Et cet inconnu, il peut nous parler par l'intuition, par le sentiment, l'émotion et par le senti. Si nous ne sommes pas pleinement présents à ce que nous ressentons, c'est comme s'il y avait des portes fermées. Ça a été mentionné ce matin au cours de la discussion. Le rêve vient avec une émotion, des émotions. En fait, le rêve, sa particularité, c'est que c'est un vécu. Et c'est un vécu dans lequel il y a du senti. Et avant de passer par le dictionnaire des symboles et puis toutes les élaborations, la première chose que demande le rêve, c'est d'être ressenti. Parce que quand il est ressenti, on peut commencer à connecter les émotions du rêve avec le vécu diurne, avec les émotions du jour. En fait, on s'est rendu compte que, sans interprétation, si on était capable de connecter l'émotion vécue du rêve avec une émotion du jour, 80% du travail était fait. On pouvait se passer de tout discours sur le rêve. L'énergie du rêve était communiquée. On savait ce que le rêve cherchait à nous dire. Il y a des techniques très simples pour favoriser cet ancrage dans le présent du rêve. Et la première d'entre elles, qui nous vient de la Gestalt, consiste tout simplement à raconter le rêve au présent plutôt qu'au passé. Je suis plutôt que j'étais. Je suis en train de traverser la rue quand une main surgit de l'asphalte et saisit ma cheville. Vous voyez bien que si je dis « j'étais en train de traverser la rue quand une main a surgi de l'asphalte et a saisi ma cheville », je suis déjà très loin. Je suis en train de flotter dans les airs pour parler de quelque chose qui s'est passé à un moment. Et je regarde ça comme un film à la télé. Tandis que je suis en train de traverser la rue, me ramène à l'émotion et communique l'émotion à ceux qui entendent le rêve. Leur donne à vivre les images en même temps que je les dis. Leur donne à vivre leur propre émotion, suggérée par l'image. Raconter le rêve au présent, ralentir le récit du rêve. Parce qu'on a aussi observé ceci. Le mental va très vite. Et plus on est agité, moins on est dans le présent. Si on veut revenir dans le présent, en mouvement, il suffit de ralentir et de devenir conscient de nos gestes. Plus les gestes sont conscients, plus ils sont précis. Ils sont lents, ils sont habités. Alors, raconter un rêve au présent en ralentissant, c'est très efficace. Très efficace pour faire ressortir les émotions du rêve. Qui plus est, si on y ajoute la respiration. Par exemple, en respirant entre chaque phrase. Prenant une inspiration et une expiration. L'émotion de la phrase remonte, puis se disperse comme une vague.
Et rien que ça est extrêmement efficace pour ancrer le rêve dans l'instant présent. Mais évidemment, si nous écoutons les rêves d'autrui, il est très important que nous soyons dans l'instant présent, entièrement présents à ce que nous dit le rêveur, et en même temps entièrement présents à ce que nous ressentons. Vous savez que Freud et Jung ont beaucoup débattu quand ils se sont rencontrés du transfert. Quand on parle du transfert, on parle automatiquement du contre-transfert. C'est-à-dire qu'il y a le transfert de l'analysant sur l'analyste, il y a ce qui projette dessus, mais il y a la résonance que l'analyste retourne à l'analysant. Et ces résonances sont bien souvent dans le senti. Je repense à Didier Dumas racontant comment une femme était venue le voir et qu'à mesure qu'elle parlait, il avait le ventre qui se nouait, qui se nouait, qui se nouait. Et tout ce qu'il a eu à faire, après avoir entendu, elle a déversé quelque chose qui était assez catastrophique dans sa vie, je veux dire, j'ai le ventre complètement noué. Et pour cette femme, l'écho de cette sensation l'a ramené à elle-même ces sensations, ce qui s'est passé, ça a été libérateur. Le dialogue analytique, contrairement à ce qu'on est porté à croire quand on pense que l'analyse consiste juste à découper les choses en petits morceaux intellectuels, est essentiellement un dialogue de résonance profonde entre l'analysant et l'analyste, de lequel l'analyste n'a pas la vérité, mais ce qu'il peut offrir, c'est honnêtement sa résonance à ce qu'il entend. Et moyennant quoi l'analysant reçoit cette résonance et résonne à son tour et en fait. Tout ça s'inscrivant sous la présence, dont nous parlera Pierre cet après-midi, d'un tiers, le soi, qui n'est pas le soi de l'analyste ou le soi de l'analysant, mais ce qui les relie, les dépasse, les englobe et qui favorise ce processus. Mais encore une fois, pour être à l'écoute de ce que le soi dit, il faut être dans le présent. Sinon, on est dans le mental. Et le mental est précisément le filtre qui empêche d'être en conscience avec ce qui est là, avec ce qui cherche à s'exprimer. Si on est dans le mental, on est dans l'ego. Je ne sais pas que l'ego soit mauvais en soi, mais c'est une construction illusoire qui s'installe entre la réalité et nous. Je ferai un raccord avec ce qu'on entendait tout à l'heure, ce que disait Marie-Lise, en signalant qu'en fait le corps est très directement en jeu dans ce travail-là, et que la pleine conscience est la point de jonction entre le corps et le rêve. C'est-à-dire que si on est pleinement présent, en pleine attention, en pleine conscience, alors les images résonnent avec le corps. Et le corps lui-même, ça relève de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des émotions, les images cachées dans les émotions. Le corps lui-même s'exprime non seulement en sensations, en symptômes, en émotions, mais il y a des images qui sont liées à ça. Tout ça communique. Et tout ça va avec quelque chose que disait Jung, extrêmement important. C'est Jung disait que le corps, c'est la part visible de l'inconscient. C'est la part émergée. On pourrait dire, moi j'aime bien l'idée que c'est une antenne, le corps, par sa capacité de raisonner, de sentir. Il est sans arrêt comme une antenne à capter ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se passe à l'extérieur. L'atmosphère de la pièce, l'atmosphère du groupe avec lequel je suis, les gens que je rencontre, ce qui se passe en moi. Le corps est tout le temps au milieu de ça. Et pour en être conscient, il faut être encore une fois dans le présent. Jung ajoutait quelque chose de fascinant, je trouve, à propos du corps, et disait que le corps est dans l'âme, et non pas l'âme dans le corps, comme on est porté à le penser.
Le corps est une partie de l'âme. Et ça redonne en même temps toute son importance à ce temple, ce joyau qu'est le corps. Alors, ce ne sont que des directions que je peux vous proposer. Après, je ne parlerai pas de toutes les expérimentations que j'étais amené à faire autour de ça. J'ai beaucoup pratiqué dans mes cercles de rêve, en particulier différentes formes de méditation, les méditations d'Osho en particulier, ou des méditations dérivées, donc des méditations actives, des méditations en mouvement, qui arrivent finalement sur le silence, sur l'assise, pour me rendre compte que ça reconvergeait tout le temps. Finalement, quelle que soit la méthode, reconverger tout le temps, simplement, sur cet instant présent. Quelle que soit la méthode. Ce n'est pas les techniques de méditation qui importent, c'est la destination. C'est pour ça d'ailleurs que la méditation, en fait, on ne médite pas. On est médité, ou la méditation survient. Tant qu'on médite, c'est qu'on utilise des techniques pour essayer de méditer, pour se rendre disponible à la méditation. Puis à un moment, on se rend compte que, ok, je suis dans l'instant présent. C'est bien, je peux accueillir. Donc, c'est pas simple, c'est pas juste d'appliquer une technique ou une autre. Ce que je vous dis là prend particulièrement d'intérêt pour moi dans les contextes des cercles de rêve. C'est-à-dire des moments où un rêve est proposé à un groupe de personnes, comme vous êtes là. Et éventuellement, ce sont des personnes qui n'ont aucune culture psychologique, ne connaissent pas Jung. Ils n'ont pas envie d'entendre parler d'anima, d'animus, d'ombre, de tous ces concepts-là. Et il se passe quelque chose de très intéressant, c'est qu'à partir du moment où ils sont présents, qu'un rêve est proposé, il y a des résonances. Chaque personne va être capable d'exprimer un sentiment, une intuition, une image qui lui vient à l'écoute de ce rêve. Qui n'est pas la vérité du rêve, qui est juste une résonance. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est le mouvement qui se produit chez le rêveur. À savoir que c'est comme si ces résonances mettaient le rêve en mouvement. C'est quoi ce mouvement? C'est qu'en entendant une résonance, le rêveur va avoir un moment d'acquiescement. Ah oui, c'est ça. Ou un moment de recul. Oh non, c'est pas ça. Et c'est quoi qui bouge à l'intérieur? C'est la vérité du rêve que seul le rêveur peut connaître. Et quand on a fait un tour comme ça, auprès de 10 personnes qui ont chacune offert leur résonance à un rêve, et qu'on demande au rêveur, et maintenant, tu en es où avec ton rêve? J'en ai jamais entendu un seul me dire, ça m'a rien apporté. Il y en a beaucoup qui disent, oula, j'ai besoin de prendre le temps de digérer ce qui se passe. Oula, ça m'a ouvert des pistes que j'aurais jamais soupçonnées. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je travaille mes rêves depuis plus d'une trentaine d'années, et quand j'amène mes rêves dans un cercle, j'ai beau les avoir analysés, j'ai beau les avoir portés à mon analyste, on a discuté de ça, avec un cercle de personnes non formées, qui offrent honnêtement leur résonance, à partir de l'instant présent, je repars toujours avec quelque chose de neuf, une nouvelle perspective. Toujours, toujours, toujours. Et pour moi, c'est un point très important parce que ça ramène le rêve chez le commun des mortels. Ça n'arrête à voir que le rêve soit instrumentalisé par la psychothérapie, par des spécialistes, par des gens qui s'assoient en haut de leur livre. Ça nous ramène au niveau de nos ancêtres qui écoutaient les rêves depuis 45 000 ans et dont il semble que les interprétations de rêves étaient excellentes. Von Franz raconte comme ça un rêve qu'on a retrouvé sur les stèles de Gilgamesh, l'histoire de Gilgamesh, et qui est interprété par sa mère, qui est une interprète de rêve, divineresse, et elle dit « on n'aurait pas pu dire mieux ». Mais les Amérindiens, sans aucune université, sans connaissance de Jung, une excellente compréhension des rêves. Et ça fait partie de leur vie. Au Québec, les Haudenosaunee, qu'on appelle nous les Iroquois, les Wendake, les Hurons, des peuples du rêve, des gens qui se levaient le matin et la communauté se réunissait pour écouter les rêves. Et ces rêves nourrissaient la vie de la communauté, leur permettaient de prendre des décisions.
Au point que les jésuites écrivaient à leurs supérieurs hiérarchiques, on a un problème parce que les Indiens ont un Dieu. Ce Dieu, c'est le rêve et ce Dieu leur parle. Et nous, on n'arrive pas à faire parler Jésus-Christ. Les Eudénocines n'entreprenaient aucune expédition de guerre ou de chasse sans d'abord interroger les rêves, écouter les rêves collectifs. Et c'est comme ça que les Eudénocies sont un des seuls peuples d'Amérique du Nord qui n'ont pas été vaincus militairement. On leur a tendu une embuscade à un moment, et ils sont arrivés par derrière, ils ont tapé sur l'épaule des gars, ils ont dit « Coucou, on est là ». Du coup, ils ont pu négocier. Voilà pour moi l'importance de cette approche par la pleine conscience, qui doit renoncer éventuellement à la vérité du rêve, la vérité interprétative du rêve, pour rentrer plus simplement dans le jeu de la résonance et de l'émergence du rêve, et en fait qui va avec une idée qui est l'image du processus de création de conscience que je vous ai mentionné tout à l'heure. Un des errements dans lesquels nous sommes tombés avec la pensée psychologique, c'est de faire de l'inconscient un objet lui aussi. Comme s'il y avait l'inconscient et le conscient. Comme si c'était séparé, cloisonné. Comme si on pouvait décrire les uns et les autres d'une façon séparée. Alors que ça fait partie d'un processus. Ça n'a de sens que dans une dynamique. L'inconscient, je l'ai déjà mentionné plusieurs fois au cours de ce colloque, c'est simplement ce dont nous ne sommes pas conscients. Et dans cet inconscient, il y a des choses qui cherchent à parvenir à la conscience. Parce qu'en fait, la grande découverte de Jung, il le dit bien, c'est que la conscience n'arrête pas d'émerger de l'inconscient. Très différent de la vision freudienne de l'inconscient, dans laquelle l'inconscient est la poubelle du conscient. Ce que le conscient ne veut pas, il le met à la poubelle. Dans la vision freudienne, l'inconscient dérive de la conscience. Donc on se demande bien d'où elle vient, cette conscience. Dans la vision de Jung, la conscience émerge de l'inconscient. C'est comme si l'inconscient, ou plus exactement quelque chose dans l'inconscient, quelque chose qui est voilé par l'inconscient, cherchait à se connaître lui-même à travers la conscience. Ça nous ramène à un hadith du Coran, dans lequel Allah dit à Mohammed « Je t'ai créé parce que j'étais un trésor caché et je voulais me connaître. » Mohammed, je t'ai créé parce que j'étais un trésor caché et j'ai voulu me connaître. Donc, la vision du travail des rêves que je propose, c'est celle qui s'inscrit dans un flux permanent de création de conscience qui émerge de l'inconscient et dans lequel notre seule tâche, c'est d'être présent à ce qui est là, ce qui cherche à émerger, en faisant complètement confiance que ce qui émergera est ce que nous avons besoin de rendre conscient à ce point-ci. Je mets tout ça dans une image, parce qu'en fait, ce sont les métaphores qui permettent le mieux de parler de tout ça. Donc je travaille depuis une dizaine d'années avec ce que j'appelle la métaphore de la fleur de conscience. Un rêve, c'est une jeune pousse qui vient d'apparaître, qui vient de sortir de terre. Pour qu'elle pousse, il suffit de l'alimenter avec les 4 éléments. Il y a l'eau des émotions, il y a le feu de l'attention, il y a l'air des idées, et puis c'est très important qu'elle soit enracinée dans la terre du corps, dans la terre de l'inconscient. Si on a ces 4 éléments qui correspondent aux 4 fonctions psychiques de Jung, la pensée, le sentiment, la sensation, l'intuition, la plante va pousser naturellement. Jung disait, quand vous avez un rêve, tournez autour. Prenez le temps de tourner autour. Déjà, il insistait sur la nécessité du temps. Et moi, je rajouterais simplement, mais c'est pour le paraphraser, c'est juste pour expliciter un peu plus ce qu'il disait, tournons autour en pleine conscience, en conscience de tout ce qui se passe.
Ce rêve, il est venu, il m'a bousculé, il me fait venir telle idée, il se percute comme ça avec ma vie quotidienne. Et puis il y a ça qui se passe. Mais c'est peut-être synchronistique parce que j'ai reçu un coup de fil d'eux et ça résonne avec mon rêve. Et finalement, avoir passé la journée à marcher avec le rêve, le soir en allant me coucher, il dit bien, je crois que je comprends un petit peu mon rêve. Un petit peu. Mais je vais en avoir un autre pour continuer à m'éclairer cette nuit. Et il y a un point très important avec la fleur de conscience, et en fait, tous les jardiniers et jardinières ici connaissent le principe. C'est un principe zen d'ailleurs. C'est que pour faire pousser une plante, il ne faut pas tirer dessus. Sinon, on risque de la déraciner. Il faut vraiment accueillir son mouvement naturel. Ce qui nous ramène à l'idée centrale dans mon travail que tout ce que nous avons à faire avec les rêves, c'est d'être simplement présent pour les arroser de notre attention à ce qui est là, sans projet, sans théorie, dans simplement un accueil à qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui cherche à naître à travers ce processus, qu'est-ce que ça amène de nouveau à ma conscience qui veut prendre vie. C'est quoi l'enfant divin du jour? Donc voilà, c'était l'essentiel de ce que je voulais vous communiquer. Et je vais laisser le temps un petit peu ouvert à des questions si vous en avez. Et puis on terminera par un petit exercice. Est-ce que tu peux juste répéter les 4 de la fleur là? L'eau, c'est les émotions, les éléments qu'il faut pour que la fleur s'éclose. La fleur a besoin de l'eau des émotions, du feu de l'attention, de l'air des idées, mais surtout elle a besoin d'être bien enracinée dans le corps, mais aussi donc dans l'inconscient. Et ça va avec l'idée qu'on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Merci. Et les 4 fonctions du psyché avec, c'est les émotions, c'est le sentiment. Oui, ça serait ce côté-là. L'attention, c'est L'intuition, la pensée, l'air, et la sensation dans la terre. Ce qui amène, je signale en passant, à la possibilité de vivre le rêve dans le corps, chose qui est rarement explorée. Mais ça se danse un rêve, ça peut se chanter. Et en l'ayant expérimenté dans des groupes, je peux vous dire que ça amène à des compréhensions très surprenantes, majeures, dans lesquelles on a l'impression que vraiment l'émotion du rêve a fait son chemin et amène plus loin. Tu veux dire utiliser ces 5 sens pour le raconter, afin de, par exemple, ce qu'on a ressenti, mais aussi ce qu'on a entendu On pourrait, mais on peut aussi tout simplement raconter un rêve. Par exemple, une des choses que je pratique, c'est le récit d'un rêve au présent, par exemple dans un groupe qui offre ses résonances. Et une fois qu'on a entendu les résonances, on fait du mouvement authentique, c'est-à-dire qu'on laisse simplement le corps bouger pour exprimer le rêve, pour exprimer les émotions du rêve. Et quand on a bougé 5 minutes comme ça, qu'on revient au silence et à l'immobilité, puis qu'on demande à toutes les personnes présentes, et maintenant vous êtes avec le rêve, plus personne n'est à la même place. Oui, comme la biodanza le propose d'ailleurs. Oui, comme la biodanza le propose. Le chant aussi amène quelque chose d'extrêmement intéressant. Est-ce que ça t'est arrivé de théâtraliser le rêve comme on fait un peu dans les constellations familiales? Oui. 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 Et ça marche? Extrêmement puissant. Extrêmement puissant. En fait, maintenant j'explore un petit peu, de plus en plus, l'idée de consteller les rêves. Je sais qu'en fait, déjà dans les constellations familiales, Bert Hellinger et des gens autour de lui ont commencé à faire cette exploration, mais je pense qu'ils n'avaient pas non plus l'appréhension du rêve
peut avoir. J'en ai fait une constellation récemment au Québec. Je vais publier un article dans les 2 prochains mois là-dessus, la rêveuse m'ayant donné l'autorisation et le matériau. Et c'est extrêmement puissant, parce que alors là, je ne sais pas si vous connaissez le principe des constellations, rapidement, on a plusieurs éléments, par exemple dans un rêve. Mettons que dans un rêve, dans le cas en question, là, il y avait un éléphant, il y avait un arbre, il y avait un serpent, il y avait le désert, il y avait un oiseau, et on demandait à la rêveuse de désigner parmi les personnes présentes, d'abord quelqu'un qui la représente, elle-même, puis une personne représentant chacun des éléments du rêve. Donc un éléphant, un arbre, un serpent, un désert. Et puis je lui ai demandé de raconter le rêve très lentement, au présent, phrase par phrase, et à chaque phrase, les personnes représentantes, les éléments sollicités, rentraient en scène. Et là, ce qui leur était demandé, c'est « Que ressens-tu ? Que ressens-tu en tant que la rêveuse ? Que ressens-tu en tant que le désert ? Que ressens-tu en tant que l'arbre ?» Pas « que penses-tu » que ressens-tu ? Et chaque ressenti était pertinent pour la personne qui représentait et pour la rêveuse. Ça a été un voyage extraordinaire. La rêveuse comprenait très bien son rêve avant l'exercice, elle avait déjà une très bonne compréhension, parce qu'elle avait une question très précise quand elle avait fait ce rêve. Mais alors, ça a été un voyage jusqu'à un moment très émouvant, parce que dans le rêve, la rêveuse, à un moment, contemplait une lumière, comme elle a dit ça, elle a écrit ça, une lumière dont on n'a pas envie de revenir. Passe le contexte du rêve, c'est lié à des questions autour de la mort. Et il y a une personne qui a représenté la lumière. Et cette personne est montée sur une chaise et a fondu en larmes. Et a dit des choses qui venaient tout droit de son cœur à la rêveuse. Puis après, quand elle est redescendue de la chaise, elle a dit que c'était presque insoutenable comme expérience, parce que j'étais la lumière. C'est pas seulement j'ai représenté la lumière pour la rêveuse, c'est que tout d'un coup, j'étais la lumière. Donc oui, et c'est des techniques extrêmement puissantes. Et moi-même, quand j'ai expérimenté avec les constellations familiales, je suis sorti de là en marchant quasiment sur les mains en me disant « Ça y est, on a trouvé l'appareillage pour prouver l'existence de l'inconscient collectif. Ça y est, on sait comment faire. » Ah mais zut, je me suis dit, parce que c'est des humains, l'appareillage, personne n'acceptera jamais cette expérience comme une preuve s'il ne la vit pas. Et encore une fois, l'ingrédient fondamental, c'est de rester avec le senti, c'est de rester dans le corps, c'est de rester dans le présent. Merci. Moi, je voulais dire quelque chose, c'est possible. Bien sûr. Permission accordée. Depuis le début, en fait, moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de rêve, en fait. Et les rares fois où j'en ai un qui me reste, j'ai constaté qu'à le raconter, je le dénaturais. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est ineffable dans le rêve, et ça passe par le creuset des mots, donc du rationnel, puisqu'il faut faire un discours rationnel de ce qu'on a. Et du coup, je me dis, mais est-ce qu'on n'a pas tout perdu, ou en tout cas perdu l'essentiel à raconter? Mais c'est très intéressant comme perception. Déjà, pour moi, ça témoigne justement d'une grande conscience de la vie du rêve, antérieure justement à son élaboration mentale. Alors, plusieurs ordres de réponse. Le premier, c'est qu'en laboratoire du sommeil, on s'est rendu compte que nous reconstruisions le rêve quand on le raconte. On le reconstruit
c'en est au point qu'on a réveillé des gens qui dormaient juste après une période de rêve qu'on était capable de détecter, puis que le lendemain matin, on leur a demandé on les a réveillés pour qu'ils racontent ce qu'ils venaient de rêver, puis le lendemain matin, on leur a demandé de raconter ce dont ils se souvenaient. C'était pas nécessairement dans le même ordre, et il y avait des éléments perdus, et éventuellement même des éléments ajoutés. Mais on s'est aussi rendu compte que la remémoration du rêve implique les mêmes zones cérébrales que celles du récit, justement. Et que donc, en fait, la fonction du fait de raconter un rêve, c'est que ça nous permet de l'amener dans notre mémoire et de l'y fixer, de le garder en mémoire. Mais en effet, en réalité, le récit du rêve dénature le rêve, en perd la plus grande partie. Mais si on ne passait pas par cette dénaturation, on ne pourrait pas travailler avec le rêve. Alors, il y a un autre ordre de réponse que j'aime beaucoup. C'est ce que disent les Amérindiens, entre autres. Ils disent qu'en fait, quand nous dormons, nous retournons à la source. N'élaborons pas sur ce que c'est que la source, admettons que ce soit simplement l'inconscient, et ça veut juste dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Et nous retournons à la source avec notre vécu diurne, et que dans le sommeil profond, nous sommes en contact avec cette source, et que elle nous donne une impulsion énergétique pour nourrir notre journée, pour nourrir notre voyage. Et que ce que nous appelons le rêve n'est que la transcription par le mental de cette énergie. Et alors l'amérindienne avec qui je parlais de tout ça me dit, tu comprends, c'est l'erreur de la psychologie, elle s'intéresse à l'enveloppe, alors que ce qui est important, c'est l'énergie. Et alors moi, mon argument en retour, je dis, oui, mais si c'est un cadeau, et qu'il a une enveloppe, il faut quand même ouvrir le cadeau pour accéder à... Mais oui, c'est tout le jeu. Mais il ne faut pas s'attarder sur le papier cadeau, c'est l'énergie qui compte et c'est le contact avec l'énergie. Donc encore une fois, c'est le contact avec le mouvement énergétique de création de conscience. Alors pour aller dans ce sens-là, en fait, moi j'ai un souvenir, j'ai pas souvenir du rêve, mais j'ai souvenir d'une sensation qui a duré toute la journée quasiment. Être sous. Donc c'est pas des mots en fait, c'est pas des mots, c'est des sensations en fait, c'est quelque chose qui est. Et je me souviens, c'était un rêve très. De plénitude en fait, et cette sensation de plénitude, elle a duré toute la journée en fait. Et ça c'est, de mon point de vue, le meilleur de ce que peut laisser un rêve. Ouais. Et je dis aux gens qui travaillent avec moi, quand ils m'arrivent avec des rêves comme ça, où il y a une sensation profonde, quand je repense par exemple à un amusant qui était venu... Après toute une quête, il arrivait dans le fond d'une cave et là il y avait un coffre, il l'ouvrait et il découvrait une espèce de trésor là-dedans et il m'avait dit j'ai tout un poids qui se retirait de mes épaules. Je me sentais enfin léger et libre. Et ma suggestion, ça a été garde la mémoire, ancre la mémoire de cette sensation parce que c'est une direction cellulaire qui vient de t'être donnée, parce que tu sauras que tu approches du soi, que tu approches de qui tu es vraiment, tu approches de ta libération, etc. En ressentant ça, ce sera ton signal indicateur. Et donc cette sensation de plénitude, pour moi, là, ce que fait un rêve quand il nous donne à vivre quelque chose comme ça, c'est qu'il nous donne un avant-goût de le paradis dans ton corps, dans ta vie, tu peux le vivre. Voilà à quoi ça ressemble. Et voilà, je te donne un or magnétique pour ta boussole, de façon à ce que tu saches, si tu te rapproches de cette sensation de plénitude, tu te rapproches de moi, dit le soi. Si tu t'en éloignes, c'est que tu es en train de t'éloigner de moi. Moi, dernièrement, depuis quelques mois, je dirais, il m'arrive régulièrement d'être réveillée par un éclat de rire en fait. Quel bon symptôme. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Je me réveille, je suis en train de rire en fait. C'est la rire qui me réveille. Pardon ? Je t'entends pas. J'ai dit que depuis quelques temps, quelques mois, il m'arrive d'être réveillée
part un éclat de rire. Qui donc, c'est moi et c'est pas moi, quoi. Et ça dure après dans la journée. Et Mais c'est très agréable parce que du coup on se réveille frais et dispo, quoi. Mais je pense à un rêve en fait. Alors vraiment il me fait rire toute la journée et encore aujourd'hui, si je le revois, je rigole. Et quand je l'ai raconté en fait à mon ami, il m'a regardé, je dis ah ouais, quand je te raconte, c'est pas rigolo. Pas du tout. Et moi j'étais et encore maintenant. Et ça, je suis comme ça. Ça m'a permis de comprendre à quel point, finalement, l'objet, ce qui me faisait rire dans le rêve, n'avait rien de rire. Mais l'énergie que j'avais connectée derrière, c'est exactement ça, en fait. Et je peux y revenir, en fait. Et je revois la scène et je me remarque. Moi, j'ai même pas le rêve, en fait. Ah oui, moi, j'avais le rêve. J'ai que les quadrilles. Ça devient votre endroit de rêve dont parle Marie. Oui, Françoise, c'est ce que quand tu racontais ça, j'ai pensé aussi à ce que disait Marie-Lise Labonté, cet endroit de rêve, cet endroit sacré. Ouais. Alors j'illustrerai ça, peut-être pour terminer, mais en ramenant un élément de langue des oiseaux que j'adore pour ma part, qui est toute la différence entre soi nié, qui consiste à vouloir absolument virer le symptôme, et ça suffit ces expressions du soi là, dérangeantes, hein, et guérir. Mais Françoise, un rêve, c'est toujours quelque chose qui cherche à te guérir, ton rêve. Et donc le rire dans ton rêve cherche à te guérir. C'est-à-dire, c'est aussi un appel, une convocation. Trouver le rire dans ta vie, donc sans doute mettre un coup d'arrêt au tragique de l'existence. Mais à l'inverse, en fait, j'ai connu des périodes de cauchemars. Enfin, c'était même pas des cauchemars, parce que là, encore une fois, j'ai jamais eu d'image. J'ai simplement une sensation mais même pas de mort, en fait. C'est pire que ça. C'est une sensation de néant. Le rire vient guérir. Vient guérir. Ouais. Je voulais dire, si j'ai le temps, quelque chose. Moi, je trouve sans doute très bien les cercles de rêve. J'aimerais bien un jour assister à un de tes cercles de rêve. Ça n'a jamais pu se faire jusqu'à présent. Et je pense que cercle de rêve, théâtralisation, gestalt, tout ça, c'est toujours intéressant. C'est-à-dire que c'est ce que j'appellerais des jeux signifiants. Donc il en sort toujours quelque chose. Hein. Mais je trouve que tu es un peu expéditif avec l'importance d'un processus individuel. Parce qu'on n'a pas qu'un rêve unique. Quand je vais à un cercle de rêve, j'espère y aller un jour, peut-être j'amènerai un rêve. Mais les rêves, c'est un processus, c'est une série. Et en fait, je voudrais ajouter ce que dit Jung sur le matériau objectif. Ça ne veut pas dire du tout qu'on transforme le rêve en objet qu'on va posséder. Au contraire, c'est le contraire pour Jung. Le matériau objectif, ça veut dire qu'il y a une altérité qu'on ne peut pas réduire. Donc il s'agit de la rencontrer. Et tout de même, pour moi, c'est quand même une rencontre personnelle. Mais Et de rêve rencontré en rêve rencontré, de rêve travaillé en rêve travaillé, dans le cadre d'une analyse, eh bien, il y a comme un processus de gestation qui se déroule et qui est magnifique, et qui n'est pas du tout mental, et on ne prend pas le rêve par-dessus, au contraire. On fait monter, c'est pas une interprétation mentale, on fait monter l'interprétation du rêve lui-même. Hein. Comme dirait Jung, c'est le rêve qui a à lui-même sa propre interprétation, ce qu'il appelait la méthode talmudique qu'il utilisait.
voilà, donc ne jetons pas quand même l'intérêt d'un processus de recherche personnelle où de rêve en rêve, eh bien, on a un individu qui n'est pas dans un groupe, qui n'est pas immergé dans un groupe, peut avoir une recherche, peut écouter un processus tout à fait initiatique et qui n'est pas du tout mental et qui libère le cœur, qui libère les émotions. Voilà, il ne faut pas opposer. Mais de toute façon, je n'oppose pas, je ne jette rien. J'ai moi-même, de toute façon, j'offre de l'accompagnement individuel. Voilà. Ça part. Individuel, c'est très important aussi. Parce qu'un rêve, ben, c'est mon rêve, quoi. Parce que c'est intéressant, les groupes, la façon dont les tribus indiennes travailler le rêve, comme ça, la tribu se réunissait, pour moi ça m'émeut toujours et c'est très important. Mais il faut bien reconnaître que la tribu était un milieu homogène et que tous les individus étaient complètement engagés dans la tribu, ce qui n'est pas forcément le cas des individus modernes qui peuvent balancer des projections dans un sens, dans un autre. Et donc il faut aussi se méfier de ça, quoi. Alors ça, c'est tout un débat extrêmement intéressant. Là, je souris de le voir revenir, parce que ça, c'est le grand débat classique du ah, mais là, dans le cercle, il va y avoir des projections. Mais en fait, il y a tout le temps des projections. Et avec le travail en cercle de rêve, il y a vraiment une acceptation de ce que j'offre ma résonance, et dans cette résonance, il y aura une projection. Mais c'est au rêveur de voir quel est le matériau que lui, il va en retirer. Et d'ailleurs, les séances de travail en cercle de rêve se terminent toujours par une invitation à reconsidérer ce qui a été envoyé au rêve, pour y retirer, pour y regarder les projections. Donc il y a un sujet de débat que je n'ouvrirai pas trop avant, mais qui est sur le rôle, plus ou moins, de la projection, et le mythe, de mon point de vue, de la neutralité objective qui nous dégagerait complètement de la projection dans cet échange entre l'analyste et l'analysant. Mais par contre, dans ce que j'ai dit, la place que j'ai mentionnée des cercles de rêve, là, j'en ai parlé comme d'un un des espaces où la pleine conscience s'applique et où ça permet un accès au rêve à des gens qui n'ont qu'une connaissance, ne sont même pas engagés dans une démarche. Mais par contre, je ne jette absolument rien, et j'insistais sur l'importance de l'ancrage de l'analyste dans cette pleine conscience, dans ce présent. Okay. C'est quand même le cœur de ma pratique, est une pratique d'accompagnement individuel, partant de la démarche d'un individu. C'est important de le préciser. Oui, alors je le précise, je ne le mets pas, vraiment. Mathieu, tu voulais moi, ce que je trouve vachement pertinent aussi dans ce que tu proposes, dans les cercles de rêve, c'est justement ce qu'on a pu vivre, nous, et expérimenter hier, tout simplement. C'est-à-dire que l'évocation d'un rêve d'une personne, comment ça vient nous toucher tous, en fait. Voilà. Et moi, je trouve que justement, dans une société hyper individualiste, le fait de pouvoir retrouver un espace où on rentre en résonance les uns avec les autres, on est touchés les uns avec les autres, ça vient bouger aussi, dans ce qu'on parle aussi de l'attention collective, ou n'importe quoi. Et voilà, moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est extrêmement pertinent par rapport à ça, de pouvoir retrouver cette familiarité d'être humain. Et donc, moi, je suis très touché par ce que tu partages, en tout cas, par rapport à ça. Et c'est en effet un des bénéfices essentiels de ce partage des rêves dans les cercles, et où, de mon point de vue, d'ailleurs, la question de l'homogénéité ne se pose pas, parce qu'en fait, nous sommes aussi, nous, une tribu très homogène en tant qu'occidentaux, nous avons les mêmes cadres, etc., mentaux. Peut-être que ce serait plus compliqué si je faisais un cercle de rêve avec des aborigènes australiens et des Japonais, etc. On aurait peut-être plus de mal à rentrer en résonance, encore que, j'espère avoir l'occasion de le faire. Mais un des bénéfices extraordinaires, c'est que voilà, que dans un cercle de rêve, éventuellement on va travailler que 2, 3 rêves, 4 rêves dans la soirée alors qu'il y a 15 personnes, et on va avoir des gens qui vont ressortir du cercle en disant « c'est étonnant quand même, je suis venu avec un questionnement et ce rêve a répondu à mon questionnement. Je suis rentré en résonance avec ce rêve. » Et ça fait partie des choses que j'en ai fait observer au cours de ces 10 dernières années,
et qui m'a amené à pointer, à dire, regardez, ça nous montre à quel point nous sommes moins isolés qu'il ne le semble. C'est notre conscience, notre mental qui nous isole, et c'est encore une preuve tangible, sensible, de l'existence de ce fameux inconscient collectif. Dès qu'un groupe se forme, en fait, dans une salle, dans un lieu, il se crée quelque chose dans ce groupe, et il y a quelque chose qui commence à vivre, qui a son autonomie, et qui est même capable de s'exprimer. J'ai aussi travaillé, alors les cercles de rêve, j'en ai travaillé dans certains où les gens venaient juste un soir et repartaient vers leur vie et venaient quand ils voulaient, mais j'ai aussi travaillé avec des groupes pour qui il y avait une régularité. Et là, il se passe encore autre chose, c'est quand un groupe se réunit régulièrement pour travailler ses rêves ensemble, se met à avoir des rêves qui impliquent le groupe. Je me souviens, avec mon petit groupe de Montréal, on s'est retrouvé à un moment avec des rêves dans lesquels tout le groupe se retrouvait sur une planète, et puis on avait un astronef à rechercher, puis il fallait qu'on retrouve l'astronef, qu'on soit capable de le remettre en marche et de repartir. Voilà, c'était plus le rêve d'une personne, c'était le groupe tout ensemble qui rêve. Je pourrais juste, parce que voilà, je pratique avec les gens depuis un petit moment dans différents... Et je fais les deux. Je travaille individuel avec toute la séquence de rêve et je vois tout ce que ça m'amène. Et ce travail de groupe, et je crois que c'est exactement ce qu'a dit Mathieu, enfin moi ce qui me touche incroyablement, c'est que c'est un endroit où vraiment je rentre en communion avec les autres. Et qu'on appelle ça le chemin d'individuation, le voyage du héros, le chemin individu-humain. En fait, on fait tous le même chemin, on a tous les mêmes obstacles, on rencontre tous, comme dans les mythes, comme dans les contes. Et en fait, c'est un endroit, enfin moi à chaque fois je ressors nourrie, parce que sur mon chemin personnel avec les obstacles, les difficultés que je rencontre, je me sens pas seule, parce qu'on partage tout ça. Ça c'est vraiment quelque chose, moi, voilà, il y a cette dimension de communion qu'on vit à travers et on voyage à travers les rêves des autres, et qui m'aide à comprendre moi aussi mes propres passages, mes propres difficultés, mes propres obstacles, ou à l'inverse, des ouvertures que moi-même j'ai du mal à voir et parce que paradoxalement, on voit toujours plus facilement dans le rêve de quelqu'un d'autre des choses qu'on a du mal à voir. Donc comme Guillaume, le rêve, c'est un message qui est écrit dans le dos, donc c'est toujours plus difficile de le voir tout seul. Puis la deuxième chose peut-être que je peux partager par rapport à ce que dit Jean, c'est que c'est vrai que moi j'ai pu juste expérimenter que le matériau du rêve est énergétique. C'est-à-dire que pour avoir fait beaucoup de cercles de dialogue, et moi en facilité aussi, entre parler là à un niveau conscient ou amener le matériau du rêve, quand on le partage, tac, il nous amène tout de suite tous dans un endroit profond de ressenti, de connexion, et on voit que et ça vient mettre en mouvement quelque chose dans le groupe. C'est comme si tout de suite on descend dans les profondeurs, en fait. On descend dans les profondeurs de la psyché, on descend dans la profondeur de l'âme, et il y a quelque chose qui est partagé dans le cercle. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent du voyage individuel. Et les deux pour moi sont non contradictoires. Si je ne peux plus passer d'aucun des deux, quoi. Je ne choisirais pas entre un travail personnel d'analyse au fil des rêves et puis de vivre ce sentiment de communion. S'il vous plaît, c'est très intéressant, je suis désolé. Mais on est dans un monde de rêve. Généralement, dans un monde de rêve, il y a des mots, mais il n'y a pas d'aiguille. Le repas est prêt depuis 15 minutes, je suis désolé. C'est bien. Personne s'inquiète. D'accord, alors on va y aller. Je vous remercie pour ces échanges. Si vous voulez plus d'éléments autour de tout ça, je vous invite à visiter mon blog, La Voix du Rêve. Il y a pas mal d'articles qui tournent autour de ces questions-là, que ce soit les cercles de rêve, la méditation, etc. Mon livre aussi, il y en a quelques-uns. VOIE. Voilà. Merci. Merci. Merci, Jean. Bon.